Le webinaire est consacré donc à la technique double rang sans nœud, la technique montgolfier. Et le format du webinaire, donc c'est un format sur 30 minutes. Il va y avoir 20 minutes de présentation. Donc encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez les poser par écrit ici. Et ensuite, 10 minutes de discussion où on répondra à ces questions. Donc je tiens à remercier notre instructeur Lionel Netton de Lyon qui va vous faire ce topo sur sa technique de prédilection. Donc Lionel, je te passe la main. Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Merci de m'avoir donné l'opportunité de présenter cette technique. Tu valides qu'on voit bien mon écran? Absolument. OK. Donc l'idée de cette présentation et de ce webinaire, c'est de présenter la technique, certes, mais c'est aussi d'expliquer le pourquoi du comment en fonction de l'évolution à la fois de ma pratique initiale et des publications et de certains ressentis cliniques. Alors, voilà. Donc en 2006, au moment où j'ai commencé mon activité, j'utilisais la technique comme beaucoup d'entre nous que j'avais appris au cours de ma formation et de mon clinica. C'est une technique en haubanage externe, donc façon Pascal Boileau, à laquelle j'ai rajouté la mise en place d'une encre médiale dans l'axe du col anatomique pour avoir un effet de double rang, comme c'était le début de la pratique à ce moment-là, ce qui donnait des résultats jusque-là satisfaisants. En 2007 est survenue cette brillante publication de Park avec cette technique qui est aujourd'hui mondialement reconnue de suture bridge, qui, avec ce papier initial, a permis de mettre en évidence que ce croisement et ce montage en quatre encres permettait une augmentation significative de la surface de contact, comme on peut le voir sur ces images de capture de pression entre une technique de double rang simple et la technique du suture bridge, où on voit ici l'effet du croisement sur le tendon, relayé par cette image de capteur de pression. Et donc, on augmentait à la fois la surface de contact et la pression moyenne entre le tendon et le footprint, ce qui est un des critères à respecter pour augmenter les chances de cicatrisation du tendon. Il n'y a pas que ces facteurs mécaniques-là qui influent, bien entendu, mais ils sont significatifs et cette publication a été importante dans ma pratique, puisque du coup, j'ai adopté cette technique. Progressivement sont sorties les premières études cliniques permettant d'évaluer cette technique de suture bridge. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas réellement de différence sur les résultats fonctionnels par rapport au double rang standard et que le taux de rupture, en fonction des ruptures initiales traitées, mais que les taux de rupture n'étaient pas non plus significativement meilleurs qu'avec des techniques classiques. Et surtout, ce premier papier a permis de mettre en évidence une forme particulière d'échec de la fixation avec ce constatation d'une rupture médiale. Rupture médiale, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, des aspects, en particulier IRM, permettaient de mettre en évidence un tendon médial rétracté, un tendon distal sur le footprint cicatrisé, mais ici, une zone de rupture bien plus médiale qu'attendue habituellement, ce qui rend ce type d'échec en fait assez difficile à gérer sur le plan technique. Cette évolution, enfin ce type d'évolution a été ensuite confirmé par d'autres publications. On voit ici cette publication coréenne qui là encore montrait soit un taux de 67% de cicatrisation, mais surtout reprenait ce concept de medial retear, de rupture médiale, avec ici à gauche un aspect de rupture ou d'échec de cicatrisation assez classique au footprint. Et puis ici, c'est de nouveau cet aspect de partie externe latérale du tendon cicatrisé et de rupture bien plus médiale qu'attendue par rapport à ce qu'on connaît d'habitude.
Donc, ensuite, plusieurs papiers sont sortis pour expliquer les raisons de ces problématiques rencontrées avec le Suture Bridge, notamment sur des excès mécaniques, à la fois de tension, parce que potentiellement, les études montraient des tensions inappropriées, en particulier sur le rang médial, ce qui pouvait être concordant avec les observations de rupture médiale. Ensuite, des excès de pression également et de tension qui aboutissent à une diffusion sanguine, une perfusion réduite de presque 50% en utilisant une technique du suture bridge. Et aussi, enfin, d'autres publications qui parlent même de strangulation tendineuse par un excès justement de serrage des tensions des sutures, avec excès de tension, excès de pression, finalement plus néfaste à la cicatrisation que par l'effet bénéfique attendu. Et donc, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait éviter ces effets de strangulation, en particulier sur le rang médial, et d'éviter des montages trop rigides. Ça a été notre credo lors de cette publication, où on a rapporté une centaine de cas avec la technique suture bridge, où on a en fait insisté sur le fait d'éviter, c'est ce qu'on faisait en pratique au bloc, d'éviter de trop serrer et de respecter certaines marges par rapport à la jonction musculo-tendineuse d'au moins 5 mm pour éviter autant que faire se peut ces problèmes de rupture médiale. Mais ça ne nous a pas empêché d'en observer dans nos cas. Et en fait, au lieu d'observer une rupture transversale complète, comme on peut l'imaginer sur les IRM, en fait, les vidéos ici que vous voyez de rupture montrent qu'en fait, ces zones de rupture, elles ne se font quasiment que au niveau, on voit ici très bien, au niveau des nœuds de la rangée médiale. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a eu un stress mécanique qui a engendré cet aspect. Et en fait, au lieu donc d'avoir un effet de fil à couper le beurre transversal, les coupes de rupture médiale passent en fait parfaitement dans la zone où le problème mécanique est survenu, mais il ne s'agit pas d'un tendon coupé. Il s'agit vraiment de deux zones au niveau des nœuds de la rangée médiale où visiblement il se passe quelque chose pour expliquer ce type de stress mécanique ici. Donc, l'objectif et le rationnel d'un changement de technique est de diminuer la tension sur le rang médial et la rigidité globale du montage en supprimant les points de stress sur le rang médial, mais tout en évidemment en maintenant une certaine pression de couverture surfacique donc du footprint et une pression de contact suffisante. Donc, comment trouver le bon équilibre? Eh bien, les premières publications, toujours en utilisant du suture bridge, mais cette fois-ci avec une technique knotless, ont été rapportées. Et on voit que, en comparant les deux groupes, entre avec nœud et sans nœud, eh bien, le sans nœud l'emportait en termes de taux de cicatrisation et aussi, et surtout, je dirais, l'absence d'observation de ces ruptures médiales grâce à cette technique de modification sans nœud au niveau médial. Donc l'idée, ça a été d'apporter une modification sans forcément faire du croisé suture bridge, en utilisant un rang médial knotless, toujours en utilisant une ancre au ras du cartilage dans l'axe du col anatomique, là où la tenue osseuse est la meilleure et non pas dans le footprint, avec un passage successif des brins de la même encre, assez médial dans la coiffe des rotateurs, avec une récupération des brins pour couvrir la surface et avoir cet effet d'application et de surface et de pression, tout en maîtrisant manuellement l'ajustement de cette tension, en utilisant en rang latéral, une encre knotless, là encore, en ayant passé ces fameux brins dans l'œillet, donc ici d'une Swivelock, donc knotless, qui va ensuite être vissé à la face externe de la grosse tubérosité. Ça permet une répartition la plus harmonieuse possible, étalée sur la surface tendineuse des sutures, et également un ajustement manuel de la tension. Cette technique a fait l'objet d'une première publication récemment, avec l'adoption du nom de Montgolfier, parce qu'on voyait en fait une reproduction
de ce qui se passe sur le plan mécanique dans une montgolfière, avec cette analogie qu'on voit ici sur une vue intraopératoire, à l'époque en utilisant des encres avec du fiber wire et une encre corkscrew médiale. Donc, voilà ce qui a été utilisé dans la publication, avec du fiber wire sur la corkscrew médiale ou du tiger wire et une sweave lock latérale, comme on peut le voir ici. Et on voit qu'on a la possibilité de faire un montage qu'on va appeler simple, c'est-à-dire une encre, 1 plus 1, et 4 sutures qui sont passées en éventail de type montgolfier dans la coiffe, ce qui permet justement de fermer la rupture, et sur des ruptures plus larges, de faire des montages multiples, simples, voire triples. L'évolution de la technique, on va dire en mode 2, s'est faite avec l'apparition des suture tapes, avec potentiellement une diminution de l'effet fil à couper le beurre, grâce à la largeur d'1,3 mm de ce type de suture. Et ça a permis également de switcher à l'utilisation d'une Sweave Lock 475 en médial et d'une Sweave Lock 5.5 latérale. Pourquoi la Sweave Lock en remplacement de la corkscrew? Bien parce que la corkscrew autorisait un coulissement des sutures, alors que la Sweave Lock offre la possibilité de bloquer les sutures qui deviennent donc finalement indépendants en termes de serrage les uns des autres, ce qui est plus facile à gérer. Et la Sweave Lock latérale 5.5, j'ai arrêté personnellement les 475 en médial à cause d'un seul cas. Alors c'est à propos d'un cas, mais malgré tout, j'ai eu dans un os ostéoporotique un cas d'une encre 475 externe expulsée sur plus de 500 cas au total, donc ce n'est pas non plus catastrophique, mais je n'ai plus jamais observé de problème, ce type de problème en passant à la Sweave Lock externe en 5.5. On voit donc ici une épaule, une vue arthroscopique. On fait une petite voie juste latérale au trochiter, une petite voie complémentaire, ce qui permet d'être dans l'axe du col anatomique. Le punch permet d'aller jusqu'au niveau de profondeur souhaité pour pouvoir introduire la Sweave Lock 475 médiale, qui a auparavant été prémontée. Si l'os est de très bonne qualité, comme c'est assez généralement le cas dans l'axe anatomique, même sur des sujets un peu âgés, eh bien, il faut passer le tarot, ce qui va permettre d'introduire et de visser en toute sécurité la Sweave Lock dans l'axe du col anatomique. On voit ici cette Sweave Lock qui va être punchée et ensuite vissée avec les suture tapes correspondantes qui vont donc être bloquées. On va donc avoir 4 brins, puisqu'on a au préalable passé 2 suture tapes. Alors le vissage étant oblique, il faut bien aller vérifier en médial que la profondeur de vissage est suffisante pour ne pas être juste affleurant latéralement et débordant en médial. Donc ensuite, on va libérer les brins de suture tape, comme on le voit dans le picture-in-picture. On va libérer les suture tape du porte-implant. La suture fiber wire est optionnelle et généralement, elle n'est pas utile. Et donc, voilà, on a nos 4 brins qui vont être récupérés dans une voie de garage pour qu'ils ne soient pas au milieu du champ de vision. Donc là, on récupère les 4 brins pour pouvoir ensuite, successivement, les passer dans la coiffe. Ici, on a un petit débris qu'on va pouvoir enlever. Un petit deuxième débris. Donc ensuite, on a nos 4 brins qui sont bien visualisés. Et avec une pince automatique, on va donc on va récupérer dans la voie de travail la première suture la plus postérieure, puisque on est sur une épaule gauche. La partie arrière est à droite et la partie antérieure est à gauche. Et donc, avec la pince à suture automatique, on va pouvoir choisir à la fois où on va passer en arrière, où on va le point de pénétration et également la profondeur. On passe donc cette suture et on récupère par l'autre voie de garage postérieure, on récupère le petit brin assez pratique. L'extrémité distale de la suture tape est en fiber wire, comme on peut voir ici,
ce qui permet de l'attraper facilement et de ne pas abîmer la partie suture tape de la suture. Donc ensuite, on va faire ça de manière séquentielle, ce passage, donc en éventail dans la partie médiale de la coiffe, progressivement. Donc on respecte une certaine distance d'au moins 5 mm, mais c'est généralement plus, entre le premier passage et les autres, pour pouvoir avoir une répartition bien harmonieuse des brins, ce qui va permettre au moment où on va les rabattre de bien répartir les contraintes sur entre les brins justement, et de diminuer cet effet de stress qui peut être observé si tout est concentré sur un seul point ou deux. Donc ici, on est au moment du troisième passage. Voilà, donc il faut bien prendre son temps, il faut bien avoir nettoyé au préalable, réalisé sa bursectomie pour pouvoir avoir une visualisation assez médiale des choses. Une troisième fois, on récupère le brin de l'extrémité suture tape qui est en fiber wire. Et on va, ici on voit, alors ici dans ce cas-là, on voit la ténodaise qui a été réalisée à gauche. Mais on va se concentrer là sur le montage montgolfier et donc le passage de ce quatrième et dernier brin. Alors ici, on arrive dans la partie intéressante du supraépineux, qui est cette bande qui vient de la verticale et qui est beaucoup plus, qui est importante sur le plan mécanique et qui est beaucoup plus forte au passage de l'aiguille. C'est le câble antérieur du sus-épineux. Et donc là, on voit qu'on peut récupérer ce dernier brin antérieur par la voie antérieure. On a donc maintenant nos 4 brins passés séquentiellement dans la coiffe des rotateurs et on va les récupérer un par un ou deux à deux par la voie externe. Voilà, ici le troisième, puis le quatrième. Donc là, il est important de faire attention et de bien utiliser cette pince spécifique de chez Artrex qui permet de récupérer les sutures tape sans les abîmer. Grâce à sa forme bien particulière. Et on voit qu'ici, on va pouvoir, avec cette pince, récupérer les 4 brins, les mettre dans la pince, et on va pouvoir descendre la pince à la face externe du trochiter pour anticiper ce que va donner la mise en place de l'encre externe. Et on va pouvoir ainsi, en mettant une légère abduction du bras, dégager la face externe du trochiter. Et vous voyez ici, les sutures sont pour l'instant provisoirement dans la pince. On va pouvoir anticiper où on va réaliser, vous voyez ici, je me mets un peu plus antérieur, et où on va pouvoir réaliser le point d'introduction. Ce qui permet d'être vraiment anatomique et de s'adapter et d'adapter la technique. C'est une des caractéristiques de cette technique, c'est l'adaptabilité. On adapte le positionnement des implants en fonction du meilleur scénario qu'on a pu tester avec ce test à la pince. Une fois qu'on a fait le trou, l'orifice externe au punch pour la sweave lock externe, eh bien, il ne nous reste plus qu'à passer les 4 brins dans le passe-fil de la sweave lock 5.5. On passe ces 4 sutures. Elles sont maintenant passées dans le petit œillet distal. On va amener tranquillement la sweave lock au travers de la canule et on va se mettre ici, voilà, au niveau de notre orifice. On va contrôler, on va amener la sweave lock au contact de l'os, donc il faut l'impacter un petit peu. Et avant de visser, on va s'assurer que la répartition des sutures est bien comme on le souhaite. Donc on voit ici qu'on a une espèce d'aspect de suture bridge, donc c'est absolument pas ce qu'on veut. Ça veut dire qu'au moment de la descente des sutures, il y en a une qui est allée se ficher en croisée, et donc ça va être parfaitement rattrapable avant de procéder au serrage. Donc ici, on garde la sweave lock au contact, on se rend compte de cette suture qui n'est pas au bon endroit, donc on va pouvoir tout simplement la replacer dans sa bonne position. Ici, c'était la postérieure. Et donc, on va avoir maintenant cet aspect
souhaité et voulu de répartition selon les critères montgolfier. Et donc, une fois que c'est fait, on va appliquer une pression constante avec la main pour garder au moment du serrage. On voit ici avec la main droite, on serre séquentiellement chacune des sutures et on voit ici ce qui se passe en intra à l'intérieur. Voilà. Donc, on serre manuellement sous le contrôle de la vue et on voit cet effet de la suture tape qui réduit considérablement l'effet fil à couper le beurre qu'on peut avoir avec une suture tape, une fiber wire, pardon. Et donc, on va ajuster manuellement cette suture pour bien avoir notre fermeture de la réparation, tout en conservant l'appui pour garder la swivel lock au contact du trochiter. Une fois qu'on a notre tension souhaitée, on bloque les sutures dans le porte-implant et on visse, comme ici, la swivel lock à l'extérieur. Il est important également, pour éviter cet éventuel effet pour augmenter la fixation et la tenue de l'encre externe, on laisse le dernier petit filetage affleurer en extérieur sur la corticale. Il est important de ne pas faire plonger la swivel lock externe complètement enfouie dans l'os, mais au contraire de garder ce dernier filetage sur la corticale externe, ce qui permet d'augmenter sa tenue. Donc voilà ce montage réalisé. On voit ici qu'il reste une petite partie, et ça fait partie de ce que je vais vous expliquer après. Donc, sur une rupture limitée, on va dire avec une préservation du câble antérieur, et bien sur une rupture limitée, on va se contenter d'un effet montgolfier en montage 1+1. Lorsque, comme dans la vidéo, on a un détachement du câble antérieur, eh bien, on va devoir, je pense, ajouter quelque chose. Et ce quelque chose, ici, c'est un hauband de suture tape que j'ai monté ici sur l'encre qui m'a servi à faire la ténodaise. Donc ici, en fait, une corkscrew ou une swivel lock sur laquelle on va utiliser le fiber wire pour faire la ténodaise et sur lequel on a monté un suture tape complémentaire qu'on va passer en U dans le câble antérieur qui va servir de manière isolée ici lui-même à fixer le câble antérieur et ici en arrière le montage 1+1 comme c'est illustré ici sur le schéma. Et sur des ruptures plus larges, on voit ici une extension plus significative en arrière vers l'infra-épi2, eh bien on va pouvoir faire un montage 2+2, c'est-à-dire un montage plus antérieur et un montage un peu plus postérieur qui vont se répartir les contraintes pour gérer cette rupture un peu plus large. Donc en résumé, la technique montgolfier, c'est remplir le cahier des charges que je souhaitais et que beaucoup veulent également obtenir, c'est-à-dire avoir une fixation en double rang, avoir une fixation knotless qui va éviter cet effet de strangulation médiale et augmenter les chances de ne pas avoir ce type de re-rupture médiale que je n'ai pas encore observé jusque-là, en utilisant des suture tapes qui, par leur largeur, sont intéressantes en termes d'application de la pression sur les tendons. Et cette technique a des caractéristiques, donc, comme on l'a vu, d'adaptabilité sur le positionnement et le nombre d'implants qu'on va utiliser, donc en ajoutant aussi un concept de modularité en fonction de la rupture à laquelle on a affaire. Je vous remercie. Merci Lionel pour cette belle présentation. Je vais reprendre la main. Et puis donc je vais laisser la parole à Jérôme qui va te poser quelques questions sur la technique. Ok, merci. Oui, bonjour à tous et merci Lionel effectivement pour ce topo qui était assez clair. Il y a quelques questions d'un point de vue technique concernant justement ce montgolfier. On voit qu'on utilise des bandelettes de forme, des sutures plates, donc des bandelettes. Est-ce qu'il y a une chose à faire attention pour le nombre de points de passage, en tout cas l'espacement entre chaque point de passage? Est-ce qu'il y a une petite astuce technique ou un repère pendant la chirurgie à ce niveau-là?
Ouais, effectivement, je pense que, alors là, c'est pas l'objet de la présentation parce qu'on est un peu limité dans le temps, mais il y a un temps de préparation, mais c'est comme pour toute technique, je pense, mais le temps de préparation et de dégagement en termes de bursectomie superficielle est important. Le temps également de libération d'éventuelles adhérences ou autres pour pouvoir bien mobiliser la coiffe et pouvoir justement avec une pince préhensive, attraper la coiffe et la réduire préalablement à la mise en place et au passage des sutures, à la mise en place des encres. Donc, il y a un temps de préparation qui est important pour pouvoir avoir une bonne visualisation de l'endroit où on va euh, faire feu, on va dire, avec la pince automatique en médial, pour justement avoir à la fois cette profondeur de passage et donc pouvoir rattraper facilement l'extrémité qui est donc facile à attraper puisque c'est une extrémité suture tape, ce qui va permettre de ne pas abîmer la partie, c'est une extrémité fiber wire, pardon, ce qui va permettre de ne pas abîmer la partie suture tape. Ça, c'est très pratique, notamment sur l'utilisation de l'aiguille de la pince automatique. Ensuite, effectivement, dans le passage séquentiel d'arrière en avant, il est effectivement important de ne pas être trop près, de ne pas faire passer les sutures trop près les unes des autres, parce que sinon, on va se retrouver avec un effet de stress médial, ce qui du coup ne va pas respecter le cahier des charges de la technique. Donc, minimum 5 mm, mais je dirais que assez régulièrement, c'est plus entre 7-8 mm d'espacement transversalement entre chaque bras. Alors, je crois qu'on a compris aussi que l'usage de ce type de suture offrait un certain réglage préopératoire peut-être facilité, et qu'ils avaient donc un rôle dans l'obtention de ce type de réparation. Mais est-ce que leur manipulation reste aisée? Est-ce qu'on se retrouve avec une suture qui se comporte comme une suture ronde classique quand Alors, quand on les oui, utilise? effectivement, euh, au moment du switch entre les sutures classiques, donc les fiber wire, et la volonté de passer à une suture de type tape, j'ai fait quelques essais avec j'ai oublié le nom, les autres tapes qui sont plus larges et qui font, je crois, 2 mm et qui sont plus épaisses. Euh, Là, j'ai observé un aspect un peu moins aisé, justement, à cause de leurs caractéristiques de ces sutures en termes d'épaisseur et de largeur. Et justement, c'est la raison pour laquelle j'ai rapidement switché sur la suture tape, qui, elle, en tout cas pour moi, a un design optimal justement entre la suture classique fiber wire et une tape plus large et plus épaisse qui est, de mon point de vue, plus difficile à manipuler. Si on regarde également, enfin, si on est, je me fais l'avocat du diable, j'ai une question à te poser d'un point de vue purement de la configuration du montage. On est sur la plupart du temps une encre médiale, une encre latérale. Les tapes sont réparties sur la coiffe, mais reviennent sur un ancrage latéral. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de phénomène de froncement, justement, du tendon? Est-ce que cliniquement, enfin, est-ce que c'est un problème avec votre expérience? Bon, alors effectivement, c'était une des possibilités au moment où j'ai fait, on va dire, mes premiers tests qui auraient pu être rencontrés. Néanmoins, il se trouve que c'est pas le cas. C'est-à-dire que, en fait, sur la plupart du temps, la structure tendineuse garde quand même une certaine rigidité. On n'est pas sur une feuille de tissu fin, on est sur quelque chose d'assez épais avec une structure lamellaire qui est assez résistante. Et même en tirant parfois un peu trop fort, ce qui est parfaitement rattrapable avant de bloquer complètement la sweave lock. Si on a serré trop fort, on peut détendre les sutures et recommencer. C'est un des avantages de cette technique knotless également. Même en tirant trop fort, on n'a pas cet effet
qui va rassembler et froncer médialement la coiffe parce que la structure tendineuse en elle-même ne le permet pas. J'imagine qu'on peut utiliser aussi le montgolfier pour pour la coiffe antérieure, pour les sous-scapulaires. Oui, alors effectivement, je l'ai utilisé quelques fois. C'est assez intéressant quand on est sur un détachement complet de toute la facette articulaire du sous-scapulaire. Il est assez intéressant de pouvoir utiliser cette technique. Le principe est exactement le même. On va bien mobiliser et nettoyer l'espace de travail. Donc, c'est une technique que du coup, il faut faire en outside the box, c'est-à-dire en voie optique externe, extra-articulaire. Et on va donc mettre une encre au ras du cartilage sur la petite tubérosité et puis passer séquentiellement, exactement comme on l'a vu sur la coiffe supérieure, passer séquentiellement les sutures dans la portion tendineuse proximale du sous-scapulaire et les rabattre dans une encre qui peut être soit sur la partie externe de la petite tubérosité, soit carrément dans la gouttière, si c'est nécessaire. Très bien. Et je pense que je vais vous poser la dernière question, Lionel, par rapport au montage. Il me semble que pendant la vidéo, quelqu'un a relevé la question, en tout cas l'observation, que vous ne laissiez le suive-lock latéral pas totalement descendu. Enfin, vous le laissiez un petit peu affleurant à la corticale. Il y a une raison par rapport à ça? Alors, oui, un des principes d'aller chercher historiquement une fixation externe sur la partie corticale du trochiter, c'est de pallier à la zone de faiblesse qui a été identifiée il y a très nombreuses années dans cette partie du trochiter qui est plus faible. Donc, un des concepts de faire cette fixation externe est justement de profiter de cette rigidité de la corticale externe. On a affaire ici à une technique qui va, avec une encre externe qui va elle-même être autobloquante par son vissage dans l'os pour les sutures. Et donc, il faut lui offrir la capacité maximale de résistance à l'arrachement. Et donc, le fait de laisser ce dernier filetage très légèrement dehors ou vraiment juste affleurant, et donc ce dernier filetage reste engagé sur la partie corticale, permet d'augmenter significativement la résistance à l'arrachement de l'encre externe. Et surtout, une chose à ne pas faire, c'est de visser trop profond et complètement la Swivelock, puisque là, elle va se retrouver non seulement dans la petite partie d'os spongieux de la partie métaphysaire qui est restante, et puis si on va encore plus, l'encre va être dans une zone où il y aura de moins en moins d'os et de moins en moins bonne tenue et souvent de moins en moins bonne qualité. Donc là, potentiellement, c'est pas là du coup on remplit plus le cahier des charges de la technique. Très bien. Eh bien, merci Lionel pour cette présentation et pour ta disponibilité. Je Merci à vous. profite de cette occasion pour rappeler que le 15 janvier, donc on va co-organiser un cours avec toi au labo de Lyon sur cette technique et également la réparation multitendineuse et la ténodèse du biceps. Donc, si vous voulez vous exercer la technique, n'hésitez pas à contacter votre représentant Artrex ou écrivez à l'adresse medicaleducation@artrex.fr. Je vous remercie à tous pour votre participation à ce webinaire et puis je vous dis à très bientôt. Bonne Merci journée. Nicolas. Merci à tous.